BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann-Anthony Nogues. Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Tout au long de ce mois de juin, nous parlons bien entendu du Brexit. Les grands Bretons sont appelés aux urnes le 23 juin pour décider s'ils vont rester ou s'ils vont quitter l'Union européenne. D'ailleurs, ce bulletin de vote, ce faux bulletin de vote qui circule actuellement sur les réseaux sociaux, le Royaume-Uni devrait-il rester un membre de l'Union européenne ou la quitter? Option 1, rester un membre de l'Union européenne. Et la petite note en dessous, c'est parce que le Royaume-Uni devrait faire partie de quelque chose de plus grand que lui. Aussi parce qu'on est au XXIe siècle, le bordel, et nous devrions être de grands garçons au sujet des défauts de l'Union européenne et essayer de les régler plutôt que de courir dans les jupons de maman à la maison. Option de sortir de l'Union européenne parce que je pense, en tant qu'électeur, que Nigel Farage, Donald Trump, Vladimir Poutine et Boris Johnson, que si Rupert Murdoch, ont tous mes intérêts à cœur et ils m'ont dit que tous nos problèmes étaient dus à l'Union européenne et aussi parce que je suis un peu raciste. Voilà la raison, selon certains comiques sur les réseaux sociaux, pour lesquels il faudrait sortir de l'Union européenne. Bonjour Jean-Marie Cavada. Bonjour à vous tous. Vous êtes eurodéputé, membre de Génération Citoyen. Vous votez pour quoi? Rester un membre de l'Union européenne ou sortir de l'Union européenne? Objectivement, c'est une des plus mauvaises aventures que l'Union européenne ait connues et j'en veux beaucoup au Premier ministre actuel, M. Cameron, qui pour des raisons de soupe électorale britannique a mis en danger, a ajouté une difficulté de plus aux difficultés que l'Europe connaît déjà, parce que ce jeune homme semble ne pas avoir compris que quand on ébranle le continent européen, ça se termine toujours mal. Pourtant ses ancêtres, M. Churchill, M. Christopher Soames, qui avait négocié très prudemment d'ailleurs en 1969 l'entrée de la Grande-Bretagne pour justement apporter une force supplémentaire, avait bien compris qu'il fallait surtout ne pas déstabiliser. Donc il n'y a pas de bonne solution, on écopera les miettes et on verra ce qu'on peut faire de positif avec ça. Bonjour Graham Watson, on vous connaît bien aussi dans cette émission, ancien eurodéputé et président des libéraux européens. Vous votez pour quoi? Rester un membre de l'Union européenne ou sortir de l'Union européenne? Non, moi je vote pour rester, mais je suis d'accord avec Jean-Marie Cavada dans le sens qu'il y a une colère chez mes compatriotes contre le fait qu'un problème intérieur du Parti conservateur soit visité sur le pays. Et si vous demandez à maintes Britanniques en ce moment si ça va, ils vont vous répondre ça ira, ça ira. Ah, ça ira, ça ira. Tiens, je ne savais pas que c'était britannique, ça. Bonjour Bernard Monod. Bonjour. Eurodéputé Front National. Je vous pose quand même la question, rester un membre de l'Union européenne ou sortir de l'Union européenne? Ça, c'est au peuple britannique de se déterminer. On n'a pas à avoir d'ingérence dans leur choix. C'est un peuple souverain qui va se prononcer le 23 juin. Nous, on a bien évidemment une tendance à vouloir le Brexit, puisque ce sera la liberté des peuples pour nous. Donc vous faites partie du camp du Let them go, laissez-les sortir. Exactement, absolument. D'accord, bonjour Jean-Sébastien Lefebvre, correspondant de Contexte, bien connu aussi dans cette émission. C'est amusant quand même là, ce bulletin de vote, ce faux bulletin de vote. C'est ce que peuvent nous apporter les Britanniques, c'est communiquer différemment sur l'Europe. Oui, après ce bulletin est quand même assez marqué d'un camp. Ça veut dire c'est quand même le camp anti-Brexit qu'il a fait en disant voilà finalement on doit d'abord régler les problèmes nous-mêmes, nous se prendre en charge, s'investir dans l'Union européenne et après prendre les figures pro-Brexit en caricaturant aussi les positions qui peuvent exister dans... En tout cas, ce qui est intéressant, et on va y revenir tout à l'heure dans le cadre de la chronique de Politico, c'est que ceux qui mènent finalement les débats, c'est ceux qui arrivent à imposer leurs termes. Or, Exactement. le terme clé, c'est Brexit, British Exit. C'est par rapport à ce terme-là que tout le monde doit se positionner. Le Brexit, qui a les meilleurs arguments? On va passer en revue les bons arguments, les arguments un petit peu fous, un petit peu farfelus dans le cadre de cette émission, avec Jean-Marie Cavada, Graham Watson, Bernard Monod et Jean-Sébastien Lefebvre. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir sur Twitter, #500ME. Graham Watson, vous êtes le Britannique de l'étape aujourd'hui. Est-ce que les deux camps manient avant tout l'argument de la peur? Oui. Et surtout, et je le regrette, le camp qui prône le rester en Europe. Nous n'avons pas vu de la part du Premier ministre et de ses amis, nous n'avons pas vu une campagne positive. Nous avons vu qu'une campagne négative qui insiste seulement sur l'aspect économique de l'adhésion à l'Union et seulement sur les négatifs de quitter l'Union
et non des positifs pour y rester. Et le problème avec cette stratégie, qui peut être très bien pour convaincre ceux qui n'ont pas encore décidé, le problème c'est qu'on ne réussit pas à donner une pousse émotionnelle à ce vote. Et ceux qui sont en faveur n'ont pas les arguments d'employer avec leurs collègues. Parce que les Britanniques n'ont aucun attachement émotionnel à l'Union européenne. En effet, c'est vrai que la Grande-Bretagne a toujours perçu l'Union européenne comme un club économique plutôt qu'une union politique. Mais en même temps, personne ne peut le nier que depuis 40 ans au moins, nous participons à un projet politique. Jean-Marie Cavada, justement, l'économie qui est au cœur de la campagne, les Britanniques qui sont ces derniers mois, ces dernières semaines bombardés de chiffres. Si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, les Britanniques seront plus pauvres de 5 500 € par mois en moyenne d'ici 2030. Ça, c'est le Trésor britannique qui le dit. Le prix des transports augmentera de 7,5%, ceux de l'alcool de 7%. Ça, c'est selon la London School of Economics. C'est comme ça qu'on arrive à convaincre les gens. Je ne sais pas si cet argument est suffisant. C'est une réalité qui existe et c'est une prévision qui est sérieuse. Il faut savoir que les Britanniques, depuis leur entrée dans l'Union européenne, la richesse par tête d'habitant a doublé. Donc c'est une réalité qui existe, ça. Pourquoi? Parce que ce fut un débouché, je dirais, sans taxe douanière, absolument remarquable. L'Union européenne, de son côté, elle aussi a bénéficié de cette affaire-là. Mais je pense que l'argument le plus important dans le monde que nous vivons, et vous avez raison, n'est pas uniquement là. Il est dans le fait qu'aujourd'hui, dans le monde occidental, ceux qui sont dans une surface aux intérêts communs et qui sont voisins, doivent maintenant apprendre à faire bloc. À faire bloc contre quoi? À faire bloc contre les grandes prétentions économiques des deux grands blocs, États-Unis et Asie, et à faire bloc contre les agressions venues actuellement du Sud, de Daesh, pour dire les choses très clairement, dont nous voyons encore ces jours-ci combien tout ça est absolument épouvantable. Et ceci dépasse, à mon avis, et je parle d'émotion, mais je parle aussi de raison, dépasse les seuls intérêts économiques. Si nous ne franchissons pas, que ce soit oui ou que ce soit non pour la Grande-Bretagne, un peu comme le nageur, un coup de talon au bas de la piscine pour construire quelque chose pour ceux qui le veulent, et ceux qui ne le veulent pas auront toujours l'union économique, alors il faut se dire que vos enfants ne connaîtront pas de grands pays et auront des difficultés. L'avenir, il est là. On ne peut pas dans le monde... Ils ont déjà des difficultés, c'est pas la raison d'ailleurs pour en rajouter d'autres. Bernard Monod, vous qui venez d'intervenir, Nigel Farage qui dirige la fronde des eurosceptiques ici, en tout cas au Parlement européen, il a dit, il est pas tout seul, hein. il paraît que la livre sterling chuterait en cas de Brexit, et il a dit, c'est un ancien banquier, il a dit, et alors nous avons une monnaie flottante et ce serait bon pour les exportations. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai, l'argument technique est bon, sauf que il y a déjà une dépréciation, une dévaluation de la livre sterling depuis déjà 5 ans, puisque la Banque d'Angleterre est indépendante et libre, donc elle a déjà pratiqué ce type de technique. Voilà, donc ayant leur indépendance, le Royaume-Uni aujourd'hui peut faire ce qu'il veut en termes économiques. Et c'est d'ailleurs nous ce que nous souhaitons. En tant que parti Front National, nous souhaitons le même statut dérogatoire de la France dans l'Union européenne, comme le Royaume-Uni. Et quand George Osborne, donc le ministre des Finances, dit que la Grande-Bretagne pourrait perdre jusqu'à 820 000 emplois. Oui, bah ça c'est la stratégie de la peur, du mensonge, de la menace. Pourquoi du mensonge? Mais en tout cas, il n'y a personne dans le camp du Brexit qui dit que ça va faire gagner des emplois de sortir de l'Union européenne. De faire des prévisions, surtout pour l'avenir. Donc non, c'est pas sérieux si vous voulez. Donc on peut en dire autant dans l'autre. Avec ce raisonnement. Mais c'est la réalité. Non, c'est pas la réalité. Parce que si vous vendez moins de produits dans l'Union européenne que le principal débouché de la Grande-Bretagne, naturellement, vous aurez des suppressions d'emplois. C'est comme si la France sortait, laissez-moi terminer, si la France sortait de l'Union européenne, comme vous le prônez, alors après il faudrait voir un peu pas comment. Sortir de l'Union européenne, renégocier, oui, c'est ça, comme le statut dérogatoire du Royaume-Uni. Oui, alors c'est bien ce que je dis. Eh bien, vous mettriez sur le marché des centaines de milliers d'emplois, parce que je vais vous dire une chose, la France exporte 63%
de sa production et des services dans l'Union européenne. Déjà, nos produits sont chers. Pourquoi notre balance commerciale est déficitaire de 45 milliards, monsieur Cavada? Involontairement, vous êtes des pourvoyeurs de chômage. Depuis l'entrée dans l'euro, notamment, nous sommes déficitaires, structurellement. Oui, mais même ceux qui sont en faveur malheureusement, du le Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, ils acceptent qu'il y aura des conséquences négatives au plan économique. C'est ça, qu'il y aurait des réformes. Jean-Sébastien Lefebvre, justement, ce que semblent penser les pro-Brexit, c'est que l'économie britannique est tellement importante que de toute façon, ils parviendraient à imposer leurs conditions au reste du continent européen en cas de sortie. Ça, c'est aussi une chimère. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien de sûr là-dessus. Et surtout, il faut se rappeler les négociations en février sur justement l'accord qui a été conclu avec Cameron. C'est-à-dire, c'est à prendre ou à laisser. Il n'y aura pas de deuxième négociation, il n'y aura pas de renégociation si vous décidez de partir. Et il y a aussi une question de crédibilité qui va se jouer. On voit les déclarations du ministre des Finances allemand, M. Schäuble, ou des déclarations qui viennent même des Pays-Bas, qui sont un pays profondément anglophile et qui veulent que les Britanniques restent, qui disent si vous partez, c'est fini, le business as usual. On doit montrer aussi la crédibilité du marché unique. Ça veut dire, si on crée un précédent où on peut négocier quelque chose, dire qu'on va partir et renégocier pour nous empêcher de partir, pourquoi les autres ne feraient pas la même chose? C'est le plus gros vendeur de produits allemands au Royaume-Uni. C'est pas uniquement ça. Ils vont certainement pas sortir du business, ça c'est certain. C'est pas uniquement une question du business, c'est que si on commence à octroyer des choses importante au niveau dérogatoire aux Britanniques, les Polonais, les Hongrois ou autres peuvent demander la même chose. Et là, pour le coup de l'Allemagne, ça va être qu'est-ce que je fais avec les usines Volkswagen à l'est de l'Europe. Qui a les meilleurs arguments entre le camp du Brexit et le camp du Remain? On continue d'en discuter avec nos invités, Graham Watson, Jean-Marie Cavada, Bernard Monod et Jean-Sébastien Lefebvre, juste après un court message publicitaire. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens depuis le Parlement européen à Bruxelles. Le 23 juin, c'est la semaine prochaine, les Britanniques pourraient voter pour leur sortie de l'Union européenne. L'heure est grave et on est là pour en discuter avec Jean-Marie Cavada, eurodéputé Génération Citoyen, Graham Watson, ex-eurodéputé, ex-patron des libéraux au Parlement européen, mais toujours un œil aguerri et un grand observateur et acteur dans la capitale européenne, Bernard Monod, eurodéputé Front National, et Jean-Sébastien Lefebvre de Contexte. Brexit, qui a les meilleurs arguments? On en a déjà égrené certains, en voici de nouveaux. Selon David Cameron, l'État islamique et Poutine votent pour le Brexit. Ça donne une indication de la situation dans laquelle ça nous placerait. Jean-Sébastien Lefebvre. Ça, c'est ce qu'on appelle de la surenchère. Daesh, je ne crois pas qu'il soit prononcé sur le Brexit ou autre, et franchement, on n'en a strictement rien à faire. Donc là, effectivement, c'est faire peur, trouver des arguments, pour le coup, qu'on pourrait qualifier de populistes. Sur Vladimir Poutine, on peut y réfléchir. Est-ce que la Russie de Vladimir Poutine verrait d'un bon œil une dislocation de l'Union européenne? Beaucoup disent que oui, effectivement. La stratégie de la Russie a toujours été diviser pour mieux régner en Europe. Donc là, on peut le voir. Mais si c'est juste cette stratégie-là, la peur, au bout d'un moment, ne va pas convaincre les gens à long terme. Je me souviens plus, Bernard Monod. Finalement, c'est assumé le fait que le Front National bénéficie de fonds et de prêts du Kremlin et de Moscou ou pas? Je sais qu'il y avait eu cette polémique qui était sortie. Simplement une banque, il y a 3 ans, tchéco-russe, qui nous a prêté parce que les banques françaises ne voulaient pas nous prêter. Mais le fait que il fallait bien trouver d'autres finance les partis eurosceptiques. Non, ça n'a rien de politique, c'est une banque étrangère qui nous a prêté. D'ailleurs, à l'heure actuelle, nous cherchons plutôt à l'ouest, justement pour calmer les ardeurs et les critiques. Mais donc Vladimir Poutine est tout de même donc ils vont trouver une banque. C'est pas impossible. Ça pourrait nous aider en plus. Autre argument côté... Je ne savais pas que l'État islamique était démocrate et voté, je ne savais pas. Visiblement, en tout cas selon David Cameron, Abou Bakr al-Baghdadi, le chef de l'organisation État islamique, serait ravi de voir le Royaume-Uni quitter l'Union européenne. Quel marketing politique ce monsieur Cameron. Autre volet de marketing politique, la fin des razzias sur l'alcool en France. Alors Graham Watson, expliquez-nous ça. Sortir de l'Union européenne signifierait la fin des booze cruises, ces descentes en France pour faire le plein d'alcool moins cher. Selon les règles actuelles, ils peuvent rapporter 800 cigarettes, les Britanniques, quand ils reviennent de France, 110 litres de bière et 90 litres de vin moins taxés qu'au Royaume-Uni. Et
Une fois hors de l'Union européenne, les limites seraient de 200 cigarettes, 16 litres de bière et 4 litres de vin seulement. Est-ce que ce genre d'argument-là fait mouche auprès de l'électorat britannique? Malheureusement, avec certains, oui. Mais pour la grande majorité du peuple, non. Les arguments sont plutôt sur les emplois, les investissements et le bien-être du pays en général. Mais il n'y a aucun argument qui n'a pas été employé d'un côté ou de l'autre. Et en effet, la réaction que nous avons, surtout pour ceux qui prennent le Brexit, vient de tous azimuts. Il y a les anti-globalisateurs, et il y a l'extrême droite, il y a toute une série de personnes qui se coalescent autour du Brexit, et nous espérons que la majorité dite parfois silente s'exprime pour y rester, malgré la campagne que fait leur gouvernement. Jean-Marie Cavada, quand on doit faire face à des arguments populistes, est-ce qu'il faut faire aussi du populisme dans le bon sens, on va dire, du populisme positif? Là, quand on parle de la fin des razzias sur l'alcool en France, on est quand même à ce niveau-là. Autre argument utilisé par David Cameron, pour lui, la sortie provoquerait un tel choc économique que le chômage augmenterait, du coup ça augmenterait le versement des allocations, ça diminuerait de facto les recettes fiscales, et ça réduirait les dépenses sociales, dont les retraites et les tickets de bus gratuits. Alors, tout est dans le volume de l'affirmation, parce que qu'il y ait un ralentissement économique du fait que la Grande-Bretagne quitterait l'Union, c'est une évidence, parce que les droits de douane vont s'appliquer dans un délai d'1 an ou 2 ans, le temps que la négociation de sortie soit finie. C'est une négociation qui va concerner quand même pratiquement une centaine de milliers, 100 000 textes, parce que c'est très imbriqué. Quel va être par exemple le sort des Britanniques qui vivent en Italie, en France, dans le Périgord ou ailleurs? Il y a plein de petits détails, mais ça c'est pas grave. Il y a plus de Britanniques qui vivent sur le continent européen que d'étrangers vivant au Royaume-Uni. C'est possible. Je ne connais pas la statistique. Qu'il y ait une difficulté de ralentissement économique, c'est une évidence. Certaines banques ont d'ailleurs menacé, parce qu'elles seront menacées dans leur chiffre d'affaires en réalité, de déménager. HSBC dit qu'elle emmènera à peu près 20 000 emplois en France, à Paris, etc. Bon, écoutez, moi je ne veux pas voir le détail de ces choses. Ce que je vois simplement, c'est qu'il y aura pour l'un et pour l'autre des dommages très importants. La Grande-Bretagne va souffrir, mais l'Europe aussi. Et ceci est une punition de l'histoire. Moi, je me souviens avoir relu dans mes notes il y a quelques jours d'anciens journalistes, de très jeunes journalistes, ce que M. Christopher Soames, justement le gendre de Churchill, qui était l'ambassadeur de Grande-Bretagne en France et qui négociait avec le général de Gaulle très secrètement, puis avec Georges Pompidou très ouvertement, il avait dit « Nous viendrons dans l'Europe, nous ne serons jamais européens ». Et je crois que la vraie difficulté qui nourrit cette ambiguïté, c'est que précisément l'insularité britannique a encore un sens. Mais il y aura des dégâts de part et d'autre. La leçon pour nous est notre punition, qu'il faut tirer absolument, quel que soit le résultat, oui ou non, c'est que nous devons cesser de marchander les conditions des traités pour ceux qui sont dans l'Union et pour ceux qui voudraient y adhérer. Et par parenthèse, le moment sera venu maintenant que ceux qui veulent une union politique plus forte pour les décisions régaliennes, la sécurité notamment, intérieure ou extérieure, se mettent ensemble, laissant les autres vivre dans la sphère économique. Bernard Monod, Boris Johnson, donc l'actuel maire de Londres et qui le chef de file du camp pour le Brexit, le conservateur, je le cite, « Pourquoi envoyons-nous 10 milliards de livres nets par an à Bruxelles ?» C'est un ancien, Jean-Marie Cavada parlait de ses mémoires de jeune journaliste, Boris Johnson c'est un ancien correspondant de presse britannique ici à Bruxelles. Je poursuis sa citation, « Une partie est dépensée par des amis, une autre soutient la tauromachie en Espagne. Pensez-vous que les contribuables britanniques devraient soutenir la corrida espagnole ? Absolument pas, sachant que les Britanniques sont très sensibles à la cause animale. Hein. Donc là, il touche deux cordes sensibles, le portefeuille et la cause animale. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'argument, Bernard Monod? Il parle de la contribution, effectivement, de chaque État membre au budget de l'Union européenne. Bon, quand on est dans un club, il faut payer son abonnement. Quelque part, ça a du sens. Et ça a du sens si, au final, le règlement est bon et que les résultats sont satisfaisants. Si le Royaume-Uni aujourd'hui veut quitter l'Union européenne, c'est parce que le bilan au bout de 25 ans est catastrophique.
économique, social, sécuritaire, identitaire. Personne n'a encore évoqué le problème de l'immigration. Les Britanniques sont inquiets par des flux migratoires, notamment en 2015, où l'ensemble des partis, à l'exception bien entendu des eurosceptiques, ont voté pour un plan migratoire. Mais vous savez qu'ils ne sont pas dans Schengen, par des millions de migrants qui vont arriver en Europe. Mais vous savez, monsieur Monod, qu'ils ne sont pas dans Schengen. C'est le fond du sujet. Les arguments qui sont avancés par les eurosceptiques britanniques sont aussi de lutter contre l'immigration, notamment monsieur Nigel Farage. Donc vous n'en parlez pas, mais c'est un élément essentiel de l'identité britannique. Oui, mais c'est une question purement britannique. Ils ne sont pas dans Schengen, ils ne partagent pas les craintes que les Français peuvent avoir. Il faut voir que là, tout est mélangé en fait. Dans l'Union européenne, effectivement, on ne peut pas bloquer un Polonais, un Français ou autre aux frontières. Sauf qu'en 2004, quand la Pologne a adhéré, quel pays a refusé de mettre des quotas, comme a fait la France, en disant « je n'ouvre pas certaines professions pour l'instant aux nouveaux entrants, dont les pays de l'Est », la Grande-Bretagne. Donc aujourd'hui, elle se retrouve avec un problème qu'elle a créé. Et concernant les questions de l'immigration pour les non-communautaires, ceux qui viennent du reste du monde, il est déjà possible pour le Royaume-Uni de fixer les quotas qu'il souhaite. Oui. Un pays est complètement souverain et il n'y a pas de question de libre circulation pour quelqu'un qui vient du Canada. Si on veut participer au marché unique, comme en Norvège par exemple, il faut accepter la libre circulation des travailleurs. Graham Watson, pour rebondir aussi sur ce que disait Bernard Monod tout à l'heure, qui disait c'est normal finalement quand on fait partie d'un club de payer ses cotisations. Le problème c'est quand les règles ne nous conviennent pas. Et c'est justement ce que dit Gordon Brown, qui vient, donc l'ancien dirigeant Premier ministre travailliste, qui avait été déterminant juste après le vote pour le référendum sur l'Écosse, et qui là donc maintenant sort du bois pour dire l'idée n'est pas de quitter l'Union européenne, mais de la diriger. En effet, si les règles ne conviennent pas, ce qui à mon avis n'est pas le cas en tout cas, mais si les règles ne conviennent pas, il y a deux possibilités. Ou vous faites des opt-out de chaque des dérogations. Des dérogations de chaque nouveau développement, ce qui est à mon avis une politique de faiblesse, ou bien vous vous engagez dans le débat et vous essayez de réformer l'organisation. Et quand la Grande-Bretagne s'engage, quand elle essaye de réformer l'organisation, elle est presque toujours, elle réussit. Quand elle fait des dérogations, elle est en position. C'est ce que disait Margaret Thatcher, c'était si vous n'êtes pas à la table, vous êtes sur le menu. Et c'est pour ça que Margaret Thatcher a toujours refusé de quitter ou de claquer la porte, etc. Elle a par exemple complètement transformé sur la fin Maastricht en enlevant le mot fédéraliste, en assurant l'opt-out pour le Royaume-Uni sur le futur euro, etc. En récupérant son investissement. En récupérant son investissement. Voilà, Maastricht c'était déjà plus Margaret Thatcher, je confonds, mais sur le rabais britannique, elle a obtenu 1 milliard de réduction sur sa contribution. En 79, quand on regarde l'état de la campagne, on sait que la presse, je m'adresse aux journalistes, est très importante au Royaume-Uni. Donc le Daily Express, le Daily Telegraph et depuis cette semaine, The Sun, grand quotidien populaire, milite pour le livre, le Brexit. Pour le Stay, le Remain, il y a le Guardian, le Financial Times, le Mirror, The Independent, le Times, sans grand enthousiasme. Mais au niveau de la distribution, donc là on a l'impression qu'il y a plus de quotidiens qui sont pour le maintien que ceux qui sont pour la sortie. Mais quand on regarde la distribution, ça fait 4,6 millions de journaux distribués chaque jour qui sont eurosceptiques contre 2 millions qui sont pour l'Europe. Et vous n'avez pas parlé de Sky, la chaîne Murdoch. Alors la télévision qui normalement, on parle surtout de BBC, etc. Alors évidemment la presse a un impact sur la télévision parce que c'est la presse souvent qui informe les journalistes de télévision, mais la télévision britannique a l'obligation a priori d'être impartiale. Graham Watson, Jean-Sébastien Lefebvre, d'abord, donc je me tourne d'abord vers vous Jean-Sébastien. Là, on voit qu'au Royaume-Uni, c'est la presse qui est opinionated, qui est biased, qui a un poids prépondérant. Mais qu'un journal prenne position dans une élection ou dans un référendum, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Après, la question, c'est comment, après, on fait campagne plus ou moins, où on promeut les idées. Quand on lit certains articles du Daily Telegraph, par exemple, qui dit clairement qu'il y a un plan secret pour créer une armée européenne et qui est déjà arrivé au Royaume-Uni, etc., c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas de plan secret. Après, on peut le regretter. Il y a Eurogen Force. Hélas, les journalistes du BBC, qui doivent être impartiels, ne s'en sont jamais informés de qu'est-ce qu'est l'Union européenne, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait. En effet, le BBC est une des plus grandes faillites de la société libérale britannique parce qu'elle n'est pas impartiale
elle est ignorante. On poursuit notre discussion sur le Brexit. Quels sont les meilleurs arguments? On va voir que ici, du côté de la Commission européenne, le terme même de Brexit est banni et proscrit. C'est Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, qui en a intimé l'ordre à ses troupes. Et puis, on va également, dans le cadre de la revue de presse européenne, voir quelles sont les réactions, quelles sont les perceptions à travers les 28 de ce débat. A tout de suite, après le journal. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus, Yann-Anthony Nogues. Merci de nous retrouver pour cette deuxième demi-heure de 500 millions d'Européens. Nous parlons du Brexit parce que nos voisins d'outre-Manche voteront là dans quelques jours, le 23 juin, pour la sortie ou le maintien dans l'Union européenne. Le choix d'une génération, le choix d'une vie. On a parlé dans la première demi-heure des arguments dans cette campagne qui parfois vole haut, parfois un petit peu moins. Qui avait les meilleurs arguments entre le camp du Brexit et le camp du Bremain. Toujours avec nous Jean-Marie Cavada, eurodéputé Génération Citoyen, Graham Watson, ex-eurodéputé libéral européen et actuel membre du comité économique et social, Bernard Monod, eurodéputé Front National, Jean-Sébastien Lefebvre, correspondant de Contexte, et Maya de la Bombe de Politico nous a rejoint. Bonjour Maya. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui dans le cadre de votre chronique Les coulisses de l'Europe? De l'interdiction d'utiliser le terme Brexit maintenant à la Commission européenne. Ah, Brexit. Stratégie de communication. Oh, stratégie de communication. Le Brexit est tabou, visiblement, ici à Bruxelles. Et puis tout à l'heure, nous serons rejoints par Éric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International, pour sa revue de presse européenne. Et on passera en revue le scénario du Brexit vu d'Italie, de Pologne, de Gibraltar, de Grèce, de Roumanie et d'Allemagne. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir. Hashtag 500 millions. BFM Business, avec 500 millions d'Européens pénétrés dans les coulisses de l'Europe. Pénétrons dans les coulisses de l'Europe avec Maya de la Baume. Alors Brexit, le mot British Exit est tabou ici à Bruxelles. On ne peut pas l'utiliser. Ouais. Enfin, à la Commission européenne, on ne peut plus l'utiliser parce qu'on peut utiliser situation britannique, on peut utiliser référendum britannique, mais là maintenant, Brexit, c'est... Pourquoi? Il y a eu un document interne qui est passé en fait à la Commission européenne, qui a été rédigé par la Direction générale de la communication pour dire maintenant on va se calmer sur l'utilisation de ce mot puisqu'on l'utilise tellement maintenant, même dans les conférences de presse on l'utilise, et du coup maintenant c'est vraiment beaucoup plus neutre parce que c'est la volonté de la Commission européenne aussi de ne pas trop s'ingérer dans la campagne, de ne pas s'impliquer, voilà, parce que les institutions ne s'impliquent pas dans les campagnes politiques des autres pays. Jean-Sébastien? Là, la Commission dit ça, en même temps Jean-Claude Juncker dans une interview au Monde a quand même pris position plus ou moins en disant si les Britanniques sortent, ils seront plus traités de la même façon. Il a quand même donné des billes à Cameron pour montrer le côté difficile qu'il allait avoir s'ils sortent. Et ça c'est sur le fond. Oui, mais en tout cas, il utilise le terme Brexit. Là, on parle vraiment de communication. Bien sûr, mais à la surface. Et les termes, c'est la communication. Vous êtes un Bernard Monod d'ailleurs, parce que vous imaginez, j'imagine que vous vous penchez sur le coup d'après. Là, s'il y a un Brexit, est-ce qu'il y aura un Franxit ou une France pris pour une sortie? Est-ce que vous avez déjà imaginé un mot d'ailleurs? Un retrait de la France de l'Union européenne, tout simplement, à la française, ou un Franxit. Vous en discutez ou pas? Oui, bien sûr. Oui. J'y travaille d'ailleurs personnellement. On a un groupe de travail qui réfléchit justement sur les détails de la négociation. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue du vote le 23. En un mot, oui, quelle que soit l'issue du vote, que ce soit Brexit ou un autre Brexit, pour nous, on est satisfait parce que déjà il y a un débat démocratique d'un peuple qui s'exprime sur un maintien ou non de l'Union européenne. C'était impossible il y a encore 2 ou 3 ans. Aujourd'hui, ça l'est parce que la majorité des Européens font le constat que l'échec total de l'Union européenne. Donc nous, si vous voulez, c'est une manière de préparer pour l'année prochaine donc des ouvertures de négociations dans le sommet européen où nous discuterons notamment de 2 choses très importantes. C'est la sortie de l'espace Schengen et de la gouvernance économique, c'est-à-dire avoir le même statut dérogatoire que le Royaume-Uni aujourd'hui. Donc quand vous dites pour l'année prochaine, c'est qu'en 2017, lors de la campagne des présidentielles, un des axes
axe fort de la campagne de Marine Le Pen, ce sera de demander un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne? Si Marine Le Pen est élue, nous réclamerons immédiatement l'ouverture d'un sommet européen qui durera probablement quelques mois, hein, peut-être 6 mois, dans lequel nous négocierons pied à pied nos exemptions sur le modèle du statut dérogatoire du Royaume-Uni aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez négocier, par exemple, sur l'euro? Les Britanniques ne sont pas dans l'euro, donc en termes de gouvernance, ils n'ont rien eu à négocier. Récupérer notre gouvernance économique nationale, notre indépendance nationale, sortir de l'euro, sur 3 thèmes principaux, la monnaie, le budget et le système bancaire. C'est-à-dire qu'ils sont... Le Royaume-Uni aujourd'hui est hors de l'Union européenne. Non, mais vous pouvez négocier une exemption spéciale pour la France dans l'Union européenne. En gardant l'euro. Non, on sortirait de l'euro. Mais l'euro, de toute manière, si la France n'est pas dans l'Union européenne et dans la zone euro, il n'y aura plus d'euro monnaie unique. On passera automatiquement à un euro monnaie commune, une espèce d'écu. Jean-Marie Cavada, on craignait l'effet domino. Là, le domino britannique n'est pas encore tombé et pourrait ne pas tomber, mais visiblement le domino français, lui... Il n'est pas question de domino. C'est un état-major politique qui, en fonction de ses affirmations et de ses convictions, réfléchit à comment il va s'y prendre pour le faire. Moi, j'ai 2 choses à dire sur ce que vient de dire M. Monod, qui est un économiste, donc c'est pas n'importe qui. Comment pouvez-vous affirmer que nous allons sortir de l'euro sans dire que vous allez ruiner les classes modestes et les classes populaires, car avec 2000 milliards d'endettement sur les marchés financiers, vous allez devenir la cible de la spéculation. Et comme disent les Chinois, quand les riches maigrissent, les pauvres meurent. C'est-à-dire qu'il y aura 1 à 2 dévaluations. Et l'OCDE a déjà fait savoir que cette dévaluation serait probablement dans ce cas-là quelque part à la hauteur de 28 à 30%. Alors je vais vous donner un exemple. J'ai pas terminé. Je vous donne un exemple. Et les Chinois ont le yuan, M. Cavada. Oui, mais moi je vais vous donner un exemple. Je vais prendre, d'ailleurs je l'ai amené exprès à votre intention. Voici 5 heures de travail dans les grandes villes pour les métiers non qualifiés. Donc vous tenez en main, Jean-Marie Cavada, un billet de 50 euros. 5 heures de travail. Si nous dévaluons, c'est-à-dire si vous arrivez au pouvoir et sortez de l'euro, on continuera à travailler 5 heures, mais voilà ce que les gens modestes toucheront. Avis aux amateurs, si vous voulez faire ça. Vous devriez plier un tiers et il reste 2 tiers de votre billet. Pour faire comme Gainsbourg. Je viens d'une classe si modeste, monsieur, que je ne me permettrai pas de brûler la monnaie, d'ailleurs j'espère que vous non plus. C'est bien, vous respectez la monnaie, bravo. Mais nous, il n'est pas question de sortir de l'euro en totalité. Je ne comprends rien à votre discours. Vous voulez sortir de l'euro, mais avoir 2 monnaies. Le Royaume-Uni, qui sera le symbole de la richesse française. Le Royaume-Uni a bien sa livre sterling. Oui, vous-même vous avez convenu qu'il avait dévalué. Le Royaume-Uni aujourd'hui est encore dans l'Union européenne. Voilà, donc nous voulons avoir le même statut, c'est-à-dire notre nouveau franc français qui ne sera pas celui de 2001. Mais au niveau international, avoir une monnaie de commerce international et d'échange, un euro commercial qui s'appellera. Oui, mais vous êtes en train de faire croire que c'est la même chose. Mais monsieur, si la France n'est plus dans la zone euro, il n'y aura plus de monnaie unique. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Eh bien, de toute manière, il n'y aura plus la France. Le moment où vous commencez à parler d'une possible sortie de l'Union européenne, vous avez des problèmes de monnaie, puisque la monnaie nationale n'est pas assez forte pour survivre les spéculations. Et nous avons vu une forte baisse du livre sterling dans les jours récents, ce qui est en effet une dévaluation de la richesse des individus en Grande-Bretagne. Vous voyez, on spécule sur nos dettes, monsieur Monod. Maintenant, le chômage. Monsieur Cavada, dans notre pays, la France, nous avons 6,5 millions de chômeurs. 6 millions. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas en ajouter si vous appliquez ce que vous dites. 21 millions dans la zone euro et 27 millions dans l'Union européenne. Je ne vous crois pas du tout. Alors, vous dites une chose inexacte, absolument inexacte. Il va falloir de vrais débats sur ce sujet. Nous n'avons pas 6,5 millions de chômeurs. Si, mais vous allez en provoquer beaucoup. Nous n'avons pas un pays désindustrialisé. Monsieur, nous n'avons pas 2175 milliards de dettes. C'est pas de ça dont je parle. Nous n'avons pas des déficits intérieurs et des déficits extérieurs. C'est déjà assez dramatique. Mais je suis en train de vous dire que vous allez rajouter du chômage au chômage actuel. Et dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire. Oui, très bien, on se retrouvera dans un an. Absolument. On se retrouvera dans un an. En tout cas, ça a inspiré de vives discussions, ce mot Brexit, proscrit ici à Bruxelles. Maya de la Baume, tout de suite la revue de presse européenne. BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse. Éric Scholl, le patron de la rédaction de Courrier International, est en ligne avec nous. Bonjour Éric. Bonjour Yann Anthony. Comment allez-vous ? Mais très bien, vous savez, ce débat sur le Brexit, ça agite pas seulement le petit monde bruxellois, c'est toute l'Europe qui s'agite autour de cette notion de Brexit ou tout autre nom que vous voudrez. Eh bien, partons pour un petit tour d'Europe avec vous, justement. Éric, tiens, l'Italie. En Italie, le scénario du Brexit, eh bien, c'est l'arrivée d'une Europe à 2 vitesses.
C'est en tout cas ce que raconte la Stampa, et ça veut dire que ça inquiète un peu l'Italie. Pourquoi? Parce que l'Italie sait très bien que dans le cas d'une Europe à deux vitesses, c'est-à-dire une union resserrée et plus homogène qui serait délestée de ses membres problématiques, c'est ce qu'écrit la Stampa, et ben ça serait pas forcément une bonne chose pour l'Italie. Le journaliste écrit: ce scénario évoque depuis toujours un risque d'exclusion. C'est pourquoi Rome va devoir fourbir ses armes, explique la Stampa. Voilà, Rome qui doit fourbir ses armes. Direction la Pologne à présent. Le scénario du Brexit, ce serait une chance selon les Polonais. C'est ce que raconte le journal Rzeczpospolita, qui revient sur ce scénario-là. Et puis alors très vite, ils expliquent, bon, oui, alors il serait certainement préférable que les Britanniques ne quittent pas l'Union européenne. Mais le journal poursuit: il y a donc une vie et une politique après le Brexit. Il faut s'en souvenir et penser dès à présent aux bénéfices que la Pologne pourra en tirer. Vous voyez, les Polonais, ils regardent déjà le coup d'après, et ça se poursuit. Eh bien, le Brexit ne devrait pas provoquer la fin de l'Union. En revanche, il déclenchera un processus de réelle reconstruction. Et là, la Pologne aura un rôle important à jouer, nous explique ce journal polonais. Notre grand connaisseur de la Pologne, Jean-Sébastien Lefebvre. Ce que oublie de préciser le quotidien polonais, c'est que si le Royaume-Uni part, il n'y aura plus la contribution britannique au budget. Et pour l'instant, on ne sait absolument pas comment on comble 15 à 20... Ça dépend s'il reste dans le marché intérieur ou pas. Même. Et a priori, pour l'instant, il n'est pas question de mais il y a une redevance pour faire partie du marché intérieur. Oui, mais sauf que les Norvégiens, par exemple, payent beaucoup moins que ce qu'ils payent, parce qu'ils ne participent pas à la PAC, ils ne participent pas au fonds structurel, etc. Donc les Polonais, comme sont les premiers bénéficiaires du budget européen, autour de 100 milliards en 7 ans, 2014-2020, eh ben, ils vont perdre un morceau. Donc c'est pas... Maillet de la Baume. Mais en fait, on parle de contamination toujours du Brexit sur la partie Europe de l'Est et tout ça, mais en fait, on se rend compte qu'il n'est vraiment pas question que les Polonais ou les Hongrois suivent le même schéma que les Britanniques. Et en fait, finalement, ils ont cette position très ambiguë qui est de critiquer le super-État européen et à côté de ça, de se dire que la Pologne, elle bénéficie à fond des fonds européens, c'est le plus grand bénéficiaire. Donc il n'y a pas de... Jean-Marie Cavada. Oui, je partage l'idée que vous dites, madame, mais le vrai danger dans cette affaire, il est absolument sournois. C'est-à-dire que chacun se dit, tiens, Cameron a réussi son coup, je vais aussi aller renégocier quelque chose. Puis quelque chose, par exemple, on attend le Hongrois, qui est quand même un homme assez particulier, Viktor Orban, qui lui aussi voudra négocier quelque chose. C'est ça le danger. Autrement dit, il faut que l'Union européenne soit très claire et qu'elle se rédise sur l'essentiel. Les politiques régaliennes ne sont pas négociables. Sinon, il ne faut pas être dans l'Union, il faut être dans l'Union commerciale, c'est autre chose. Ça. Alors maintenant Eric Scholl, tout spécialement pour notre invité Graham Watson, le scénario du Brexit, une énorme angoisse pour les 30 000 habitants de Gibraltar. Eh bien oui, le gouvernement de Gibraltar est terrorisé par le Brexit, c'est ce que nous raconte un reportage de El Mundo. Parce que bon, Gibraltar, comme nous explique le journaliste, c'est un peu, on gagne à tous les coups à Gibraltar. C'est le pays qui est considéré comme la tartine à double couche de beurre. Une couche pour la libre circulation, une autre pour le régime fiscal particulier sans taxe. Et d'après El Mundo, au lendemain du Brexit, le Rocher perdrait la médiation de la Commission dans ses relations douanières avec l'Espagne et des contrôles à sa frontière seraient instaurés dans le cas d'un pays tiers. Autant dire que ça serait la fin de cette tartine à double couche de beurre. Alors la raison pour laquelle je désignais Graham Watson, c'est parce que vous étiez élu en tant qu'eurodéputé de Gibraltar. Oui, en effet. Gibraltar et le sud-ouest de l'Angleterre, c'est la même circonscription. Et je travaille maintenant aussi pour le gouvernement du Gibraltar. En Gibraltar, ils vont voter probablement à 90% pour rester au sein de l'Union. Ils savent que quand on partage un lit avec un éléphant, comme le disait M. Trudeau, c'est-à-dire être dans la même union que l'Espagne, il faut qu'on soit ensemble et qu'on discute ensemble. Et le rôle de la Commission européenne depuis 2013 à essayer de négocier entre les deux a été très importante pour le Gibraltar. Il est important pour eux que la Grande-Bretagne reste. Si elle ne reste pas, si l'Angleterre vote pour sortir, Gibraltar pourrait se trouver comme dans la position de l'Écosse, où il y aura probablement aussi une majorité pour rester. C'est-à-dire de repenser leur association à la Grande-Bretagne. Et ce sera difficile pour les Gibraltariens
mais ce ne sera peut-être pas impossible. Voilà, Graham Watson, je ne rebondirai pas sur votre expression, partager le lit avec un éléphant, surtout s'il vous trompe. La dernière étape avant le Grexit, vu de Grèce, de ce scénario du Brexit, Éric Scholl. Oui, c'est le journal plutôt situé à gauche, Avgi, qui s'inquiète parce qu'effectivement, la menace du Grexit, c'est-à-dire la sortie de la Grèce de la zone euro, eh bien, plane toujours sur le pays. Alors que, justement, Athènes vient de négocier fin avril un accord de dernière minute sur un programme de réforme draconien. Eh bien voilà, à nouveau, une turbulence imprévisible et effrayante qui pourrait s'en suivre si les Britanniques votent pour le Brexit, explique le journal grec. Et ils nous disent les Grecs ont été torturés pendant assez longtemps. Il faut sans doute arrêter. Jean-Sébastien. Je pense que l'association des deux dossiers n'est pas réelle. On entend plutôt au contraire l'idée à Bruxelles que faut temporiser la situation avec la Grèce. Il y a la crise des réfugiés aussi à gérer depuis ce pays. Et on aura déjà bien assez que le Brexit. On ne va pas mettre les Grecs dehors, surtout qu'en plus ils sont dans la zone euro, donc c'est encore plus compliqué. Et puis côté allemand, eh bien, selon Der Spiegel, c'est juste insensé, le Brexit. Oui, alors le Spiegel a fait un excellent dossier de 23 pages sur le sujet avec une une fantastique. On y voit l'Union Jack à sa une et avec le drapeau britannique est barré du message « S'il vous plaît, ne partez pas ». En anglais et en allemand, et pourquoi l'Allemagne a besoin des Britanniques, explique l'hebdomadaire allemand. Please don't go, Bernard Monod. Vous voyez, les Européens ne veulent pas que les Britanniques sortent, les Européens ne veulent pas non plus que la France sorte. Alors vous dites, vous êtes pour un maintien dans l'Union Européenne, vous êtes juste pour une sortie de la zone euro. Moi je les comprends, c'est un pays avec lequel ils commercent, donc ils n'ont pas intérêt à le voir sortir, effectivement. Mais bon, il faut rassurer les gens, de toute manière le commerce continuera toujours. Le Royaume-Uni existait avant l'Union Européenne, existera aussi après l'Union Européenne, rassurez-vous. La même chose pour la France. Donc oui, pour nous, si vous voulez, c'est un débat très satisfaisant. Nous sommes ravis qu'on puisse débattre de cette possibilité de se maintenir ou non. Graham Watson, les sondages, un coup on dit que c'est 53% pour le Brexit, un coup 53% pour le Remain. Il y aurait jusqu'à 30% d'indécis encore à ce stade. Vous, le mot de la fin, en tant que Britannique, vous êtes inquiet aujourd'hui? Vous pensez que... Quel est votre pronostic? Je suis inquiet. Mais je pense que le peuple britannique est très conservateur à la fin, avec un petit c. Et je pense qu'ils vont voter, peut-être pas avec une très grande majorité, pour rester. D'accord, donc ils vont, comme dit Quatremer, ils vont se dégonfler. Je l'espère. Vous espérez qu'ils vont se dégonfler. Merci beaucoup Maya Delabaume de Politico d'avoir été parmi nous. Merci Graham Watson, membre du comité économique et social. Merci Jean-Marie Cavada. Toujours un plaisir de vous avoir aussi sur ce plateau. Eurodéputé Génération Citoyen. Merci Bernard Monod, élu du Front National. On compte sur vous. Dans quelques semaines, vous allez nous présenter le fruit, en exclusivité pour 500 millions d'Européens sur BFM Business, le fruit de vos recherches sur les gains économique d'une sortie de la zone Schengen. Merci beaucoup Jean-Sébastien Lefebvre, brillant, éminent confrère, correspondant de Contexte ici dans la capitale européenne. Merci aux équipes du Parlement européen d'avoir mis en son et en image cette émission et merci à Alexandre Rougier qui l'a préparé. Quant à nous, on se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens, même jour, même heure. D'ici là, bonne fin de week-end à tous. Soyez vigilants, le 23 juin, on sait qu'il y a l'euro, mais a priori, il pourrait y avoir une sortie de l'Angleterre de l'euro prématurée. Bonne fin de week-end à tous à l'écoute de BFM Business. BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.